Merci infiniment, chère sœur et notre modératrice pays au Bénin, mais aussi celle qui modère toujours nos réunions. Vous nous avez toujours fait cet honneur et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ces hautes personnalités au niveau des différents pays. Et c'est pour nous éveiller, c'est pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls dans ces périples, que nous ne pouvons pas aussi y aller seuls, mais aussi que nous devons toujours penser à transformer nos menaces en opportunités. Et donc, sans abuser de votre temps, nous devons d'abord les écouter et aurons le temps de poser des questions. Et toutes nos excuses pour les désagréments liés à ces liens qui nous ont compliqués. Et donc, comprenez que les ODD sont toujours combattus. Nous serons toujours là aussi pour bousculer les montagnes et transcender les obstacles afin que 2030 soit quand même une année d'espoir pour l'Afrique et le monde en général. Merci beaucoup et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous y conduise. Merci, Madame la Amen. modératrice. Je vous remets les bâtons de commandement. Mais je voulais aussi placer un mot par rapport à l'autre invité, qui est le délégué du ministère du Travail, puisque nous allons parler aussi du travail de la jeunesse et il va nous expliquer ce qu'il a comme plan relatif et comment nous allons bousculer d'autres pays francophones à y arriver. Merci beaucoup et je crois que nous ne devons pas passer outre la présence de toutes les personnalités qui se sont connectées malgré le changement du lien à la dernière minute. Ça démontre cette détermination, cette volonté et moi, je suis sûre, nous sommes sûrs et certains que nous allons y arriver ensemble. Merci, Madame la modératrice Siguette. Merci beaucoup, Madame la modératrice régionale, pour vos gentils mots, également les excuses présentées à tous nos participants à ce webinaire qui nous ont fait l'honneur d'être là. Je salue également les autorités congolaises, particulièrement le ministère du Travail qui nous a rejoints et qui va nous dire de quelle façon l'encadrement de la jeunesse, l'accompagnement de la jeunesse se fait du point de vue du travail. Merci. À cette étape-ci, je voudrais donner la parole à l'honorable Isabelle, qui va nous parler des menaces de l'insalubrité aux opportunités. Des menaces de l'insalubrité aux opportunités. Honorable Isabelle, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci à Élodie pour l'invitation. Et puis, je vais tenter de partager mon écran. Ça devrait marcher. On va tester ça tout de suite. Vous voyez? Super. Parfait. Ouais, nous voyons. Exactement. Nous voyons. Merci beaucoup. Parfait. Donc, c'est clair qu'on voit les menaces, mais surtout, on va voir les opportunités. Alors, d'abord, quelques constats. Alors, petite question, est-ce que vous avez une idée de ce... Alors, c'est des sachets plastiques, mais où ils ont été trouvés? Une petite idée? Au fond des mers. Ah non. Dans l'estomac d'un bœuf. Oh là là. Wow. 34 kilos de sachets plastiques dans l'estomac d'un bœuf. Ça, c'est à l'abattoir de Niamey. Donc, c'était la même chose à Bamako. J'ai vu ça partout. Le bœuf est arrivé vivant à l'abattoir. Il faut imaginer. Donc, quelqu'un qui paye un bœuf sur pied 120 kilos et qui a 34 kilos de sachets, il n'a pas gagné sa journée comme ça. Alors, ça, c'est un vrai problème. Alors, pourquoi est-ce que ces bœufs mangent les sachets? Quand vous faites des plats préparés, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre l'huile dans un sachet, le sel dans un, le piment dans l'autre, etc. Et cette photo, c'est un étudiant nigérien qui me l'a envoyé. C'était son plat de riz qu'il avait acheté chez une marchande. Et il y avait plus de 10 sachets pour un seul plat. Et évidemment, dans les sachets, il y avait de la nourriture. Si vous jetez ça dans la nature, eh bien, le bœuf, pour lui, c'est de la nourriture. Il va sentir ça et il va le manger. Voilà pourquoi les bœufs commencent à manger des sachets plastiques. Alors, il y a différentes études qui ont été faites, entre autres une Autrichienne qui a analysé les selles de plusieurs personnes venant de pays très divers comme le Japon, la Finlande, la Pologne, vraiment partout. Et on a retrouvé dans chaque échantillon de fesses, donc vraiment dans chaque échantillon,
en moyenne 20 microparticules de plastique par 10 grammes de fesses. Donc, tout le monde, moi, vous, tout le monde, on a des microplastiques qu'on digère, qu'on avale et qui ressortent. Une autre étude du WWF estime que nous ingérons jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine. Et c'est l'équivalent du poids d'une carte de crédit. Et puis enfin, il y a l'université d'Amsterdam qui a retrouvé des microplastiques dans le sang humain. Et enfin, une en Grande-Bretagne qui a trouvé des fines particules de plastique dans les tissus pulmonaires. Évidemment, si le plastique devient petit, là, on va finir par le respirer. Alors, l'autre chose, c'est sur la droite, là, je vous ai mis une petite image que vous devez connaître parce que c'est comme ça que certaines femmes cuisent le piment. C'est-à-dire qu'elles vont mettre le piment dans un sachet noir, elles vont mettre ça dans la sauce, elles vont laisser cuire. Comme ça, on cuit le piment et on n'a pas besoin de le cuire dans une autre casserole. Et puis ensuite, quand tout ça est cuit, elles enlèvent le sachet, puis elles vont mettre le piment à côté, puis elles vont vous servir la sauce. Seulement, c'est de la sauce qui a été cuite avec un sachet à l'intérieur. Autant vous dire que les sachets n'ont pas été faits pour être chauffés avec de la nourriture. Donc, toutes les particules vont passer évidemment après dans la nourriture. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Les phtalates, c'est des molécules qu'on utilise avec les plastiques sachets souples comme ça. Quand c'est souple et transparent, il y a des molécules qu'on appelle les phtalates. Parce que sinon, le plastique, il peut être dur, il peut être opaque. Donc, on a besoin de ces molécules pour rendre le sachet souple et transparent. Et une étude américaine très récente a montré que les femmes qui ont des grandes quantités de phtalates dans les urines ont un risque accru de 50% d'accouchement prématuré. Alors, je ne sais pas au Congo ou dans vos régions comment ça se passe, mais par exemple au Niger, ils adorent faire un truc, ils appellent ça le biberonnage, c'est-à-dire qu'ils mettent la bouillie dans des sachets transparents. Ensuite, ils cassent le coin comme ça, puis ils vont boire la bouillie comme ça avec le sachet. Et ça, c'est clair que les phtalates vont passer parce que ces sachets n'ont pas été faits pour contenir de la nourriture chaude. Et donc, la molécule chimique va se mélanger avec votre nourriture et vous allez l'absorber. Donc, si vous connaissez des femmes enceintes autour de vous, vraiment, dites-leur d'arrêter ça, quoi. On ne mange pas de nourriture chaude avec les sachets plastiques. Ça, vraiment, c'est très important de leur dire. On parle vraiment de votre santé et de la survie des bébés. Pollution de l'air, on voit, hein, l'Afrique est extrêmement impactée par la pollution aux particules fines. Et puis, c'est dû, entre autres, hein, à tous ces décharges qui brûlent permanemment. Et ça, évidemment, tous ceux qui vivent autour vont subir toute cette pollution de l'air. Alors, l'OMS a mesuré tout ça. Ils estiment à peu près à 7 millions de morts par an à cause de la pollution de l'air. Et les principales maladies, c'est les infarctus, c'est les pneumonies et c'est aussi les AVC. Et moi, comme Européenne, j'ai toujours été très impressionnée de la quantité d'AVC qui existent dans les pays africains. C'est vraiment, je trouve ça très élevé. Et on voit très bien que l'Afrique, on parle de près d'1 million de morts à cause des particules fines. Ça, c'est un vrai problème, pollution de l'air. Alors maintenant, quelles sont ces solutions? Si on regarde, ça, c'est un graphique qui montre les émissions de gaz à effet de serre de beaucoup de secteurs. On peut voir en bas à droite l'aviation qui est responsable de 1,9% des émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que le fer et l'acier, la fabrication du fer et de l'acier, c'est 7,2. Donc, c'est presque 4 fois l'aviation, la fabrication de l'acier. Mais il y a des solutions, puisque si on recycle l'acier et le fer, et ça se fait beaucoup en Afrique, bien heureusement, eh ben, c'est 58% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Pour les métaux non ferreux, l'aluminium, alors là, c'est encore plus, c'est 93% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le recyclage est essentiel, diminue fortement la consommation énergétique, les émissions de CO2 et la pollution globale.
Les énergies renouvelables, c'est une évidence. Alors, le Congo est riche en eau, toute l'Afrique est riche en soleil et en vent. En 1 heure, le soleil nous envoie toute l'énergie que l'humanité consomme en une année, en 1 heure. Donc, on peut clairement dire qu'il n'y a pas de pénurie énergétique sur cette planète. Ça n'existe pas. Mais si on continue de choisir des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, même l'uranium, tôt ou tard, il n'y en aura plus. Tôt ou tard, on peut discuter, mais tôt ou tard, il n'y en a plus. Mais quand il n'y aura plus de soleil, je vous jure qu'on aura bien fini de vivre avec ça, quoi. Donc vraiment, il faut qu'on se tourne, il faut que les investissements de nos gouvernements se tournent vers les énergies renouvelables. On parlait de la pollution de l'air. Donc évidemment, la production énergétique, charbon, tout ça est une source de pollution de l'air, mais aussi bien sûr le transport, la gestion des déchets, les pratiques agricoles ou l'énergie consommée par les ménages. Tout ça, c'est des sources de pollution de l'air. Alors, on va essayer d'agir sur un point qui me touche beaucoup, c'est l'incinération des déchets agricoles. Parce que ça, vraiment, c'est très absurde. Donc, on brûle, par exemple, les feuilles. Hein, vous balayez votre cour comme ça, vous avez réuni les feuilles, vous mettez le feu, vous dites, voilà, maintenant c'est propre. Ce qu'il faut savoir, si vous brûlez 50 kilos de déchets verts, c'est-à-dire les feuilles et les branchages, vous allez polluer autant que 13 000 kilomètres en voiture. 50 kilos de feuilles de branchage, c'est la même chose que 13 000 kilomètres en voiture. Et là, on se dit, mais alors, que faire? Eh bien, du compost. C'est-à-dire qu'on peut transformer ces déchets verts en compost, en engrais. Ça évite ces particules fines de les brûler. Et on peut remplacer le fameux NPK. Quand vous faites de l'agriculture, vous avez besoin de NPK, d'azote, de phosphore et de potassium. Et c'est très facile de faire du NPK chez vous dans n'importe quel de vos pays. L'azote, on le trouve dans les déchets de cuisine. Le phosphore, c'est le fumier de poulet, par exemple. Et le potassium, c'est tout ce qui est tomates, cendres de bois, de charbon, les pelures d'orange et de banane. Toutes vos mamans, là, quand elles cuisinent au bois ou au charbon, elles vont jeter au hasard les cendres. Elles jettent de l'engrais. On jette de l'argent en Afrique, ça je vous dis, on en jette beaucoup. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait à la place de réutiliser ça? Eh bien, on achète. On achète à qui? C'est intéressant ce graphique. Il montre quoi? Il montre que vous avez en vert le N, en orange le P et en bleu le K. Donc tout ça, c'est la production de NPK mondiale. Premier constat, on voit qu'en Afrique, il n'y a pas de K. Il n'y a pas de potassium là. Ce qu'on voit ici, le K. Dans les mines, hein, il n'y a pas de mine de potassium. Il y en a beaucoup en Russie et aux États-Unis. Donc l'Afrique n'a pas le droit de se fâcher avec les Américains ou les Russes. Parce que sinon, ils sont capables de vous couper l'engrais. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que d'avoir faim. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, ce n'est pas le blé votre problème, ce n'est pas la base de la nourriture africaine, le blé. C'était le NPK, c'est tout l'engrais. Tout l'engrais, le prix a explosé à cause de la guerre en Ukraine. Nous, les Européens, on a l'argent, on va payer, mais comment va faire l'Afrique? Pourquoi le prix de l'engrais a comme ça explosé? Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ce bleu-là, ce cas, vous l'avez dans vos cendres de charbon, dans vos cendres de bois, vos pelures de bananes, d'oranges, de tomates, là. Tout ça, c'est du cas. Tout ça, vous jetez et vous achetez en même temps du NPK. Donc vraiment, quand on parlait de l'insalubrité qu'il faut transformer en opportunité, eh bien, l'insalubrité, c'est de brûler ses feuilles et l'opportunité, c'est de transformer en compost. C'est cadeau, c'est gratuit et en même temps, vous évitez d'être dépendant de qui que ce soit. Et si je reprends mon petit graphique des émissions de gaz à effet de serre, on voit quoi? Je vous rappelle, l'aviation 1,9%. Les sites d'enfouissement, c'est quoi? C'est toutes vos décharges. Eh bien, elles émettent autant de gaz à effet de serre que toute l'aviation mondiale. Pourquoi?
tous les déchets de cuisine là, que vous mettez dans vos sacs qui finissent à la décharge, là, eh bien, ça pourrit. Et ce pourrissement va émettre du méthane. Et le méthane réchauffe l'atmosphère 25 fois plus que le CO2. Et tout ça va pourrir, alors que vous auriez pu transformer ça en engrais. Et si on regarde la production d'engrais, on voit que c'est 4,1%. C'est le double de l'aviation. Produire de l'engrais, c'est extrêmement polluant. Par contre, si on fait du compost, eh bien, on n'a pas ça. Donc, en faisant du compost, on agit et sur les émissions de la production d'engrais et sur celles des sites d'enfouissement. Donc, on agit à double. En plus, on crée de l'emploi parce que quelqu'un doit transformer ça. On s'autonomise parce qu'on ne dépend plus de personne. Et la richesse, finalement, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle ici de l'économie circulaire. On essaye de transformer tout ce qui est déchets en ressources, en opportunités, en emplois, et on recommence. Donc finalement, on a une économie qui tourne comme ça, qui est du développement durable, et ça rejoint complètement les ODD, parce que dans les ODD, on parle de lutter contre l'insalubrité, donc ça en est un point. On parle de lutter contre la pauvreté, créer de l'emploi, c'est un point. On parle aussi de la santé. Ben, évidemment, quand on agit pour ne pas polluer l'air, on aura moins d'infarctus, moins d'AVC. Donc, en plus, on va agir là-dessus. Donc, vraiment, il y a des choses très simples à faire pour pouvoir agir. Alors, il y a des gens qui cherchent des problèmes, il y a d'autres qui cherchent des solutions. Donc, j'imagine bien que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui se lèvent le samedi matin pour écouter un webinaire en ligne, et qui ont certainement autre chose à faire, eh bien, je suis certaine que vous faites partie de ceux qui cherchent des solutions. Alors, on sera ensemble sur cette affaire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Zéro déchet en décharge, c'est possible. Il y a plein de solutions sur tous les déchets. J'aurais pu vous parler 3 heures, mais là, vous aurez un peu fatigué quand même. Ce que Madame Elodie m'a demandé aujourd'hui, c'est de vous montrer que beaucoup de problèmes peuvent être transformés en opportunités. Et j'espère vous avoir convaincu de cela. Et je suis à disposition pour vos questions, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Chevalet, Isabelle, chère honorable, vous qui avez pris le temps, l'énergie, votre intelligence pour toucher du doigt un problème palpable que nous vivons et qui est en réalité une opportunité. Je vous ai suivi de long en large et j'ai identifié clairement que vous avez touché le nœud d'un problème qui touche tous les pays africains. Et vous avez même fait la jonction avec ces particules qui composent ces produits qu'on importe alors qu'on les a apportés de main dans nos foyers, plus est par les femmes qui touchent ces déchets tous les jours. Que dis-je? Nous devons voir dans quelle mesure nous exploitons cette communication à bon escient pour toucher les questions de santé, diminuer les AVC et les infarctus, que ceux qui ont ouvert leur micro puissent les fermer, s'il vous plaît. La pollution, je disais que la pollution de l'environnement que nous créons nous-mêmes à cause de l'ignorance de certaines pratiques qui seraient plutôt bénéfiques pour nous, nous amène à avoir plusieurs infarctus, de l'AVC, et les statistiques sont là, très parlantes, jusqu'à 1 million de morts qui ingurgitent les particules fines. Et ces particules, avec les habitudes que nous avons adoptées aujourd'hui, d'utiliser nos repas chauds à travers les sachets plastiques, de l'insalubrité à l'opportunité. Voilà ce que Madame Isabelle Chevalet, honorable, vient de nous présenter. Et dedans, nous trouvons pleinement qu'à travers les ODD, nous pouvons transformer notre continent et sortir de cette pauvreté, autonomiser les jeunes, autonomiser les femmes.
Merci beaucoup. Nous avons plusieurs intervenants, mais je crois savoir que l'honorable devrait nous quitter dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut donner la parole à 2, 3 personnes pour poser des questions sur cette thématique très poignante? Et sur cette base, nous allons pouvoir libérer l'honorable et continuer avec les autres panélistes. Maman Élodie, est-ce qu'on peut faire ainsi ou bien on continue avec les autres panélistes? Moi, je crois que c'est mieux de la libérer. Dès qu'elle est libérée, elle pourra nous rejoindre. C'est Très bien. de Merci beaucoup. profiter de Nous avons sa 10 présence. minutes. Nous avons 10 minutes pour faire le débat avec l'honorable. Que ceux qui veulent prendre la parole lèvent simplement la main et nous allons les voir pour pouvoir leur donner la parole. Oui, comme pour moi, c'est une suggestion à lui faire, je crois que je Oui. peux venir après. OK, très bien. Est-ce qu'on a des personnes qui ont levé la main, qui veulent bien prendre la parole? Je ne vois encore personne lever la main. J'ai vu Dr Ambroise ouvrir son micro. Dr Ambroise, vous souhaitez prendre la parole? Bon, OK, il a fait. de toute façon, moi, je n'ai rien à dire. Très bien. Comme je n'ai pas suivi Honorable Isabelle. OK, très bien. Une question. Madame Joséphine, vous avez ouvert votre micro. Je vais prier Dr Ambroise de fermer son micro. Madame Joséphine? OK, Oui, Maman Élodie. je suis là, mais on attendait les liens OK, je vais prier également de fermer son micro. Fermons nos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Maman Élodie, vous avez la parole. Allô? Est-ce que je peux placer les mots? Maître Pacifique, Oui. patientez un moment. Il semble que Maman Élodie a levé la main. Oui, moi je disais comme il n'y avait personne, je pouvais déjà parler, mais comme il y a des questions, je le fais après, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Merci, Maman Élodie. Je prends Maître Pacifique et Monsieur Éric Legrand se prépare. Maître Pacifique, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Maître Pacifique, vice-modérateur de la RDC. Je suis basé à Kinshasa. Je dis merci infiniment à l'honorable Isabelle parce que tout ce qui est développé dans ce speech, c'est ce que nous vivons au quotidien en Afrique et en RDC. En tout cas, je n'ai pas de questions, mais c'est dire grandement merci parce que, en fait, on ne pourrait que dire qu'amen par cette interpellation. Et à nous, en tant que des leaders africains, maintenant de faire un aperçu pour voir comment on peut encore se rattraper et y travailler pour que nous puissions arrêter l'hémorragie parce que nous faisons face à l'hémorragie. Finalement, la prise de conscience, elle est là. En tant que leader, la prise de conscience, elle est là. Comment s'y prendre? Comment faire? Quelle stratégie prendre pour arrêter l'hémorragie? Comment travailler avec les secteurs publics et privés? Comment interagir avec la sphère étatique? Parce que notre RFAF n'est qu'un rassemblement des leaders qui sont vraiment de la société civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, en disant merci à l'honorable Isabelle, je me dis, connaissant mieux l'Afrique, parce que j'ai compris qu'elle a travaillé sur plusieurs pays africains, est-ce qu'elle a des stratégies aussi à nous proposer pour que nous puissions travailler pour arrêter l'hémorragie? 1 million d'AVC, tout ça c'est quand même assez trop. Aussi, on a compris par rapport à la gestion des déchets, etc. Il y a beaucoup d'informations assez capitales que nous devrions bien prendre en compte. Mais finalement, comment s'y prendre? Quelles sont les stratégies pour que nous puissions interagir avec l'étatique, interagir avec les partenaires internationaux, interagir avec les secteurs publics et privés? Je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui sont là, mais je n'ai pas bien suivi les mécanismes à la fin, comment y faire. On est au-delà du constat,
Que devons-nous maintenant faire pour arrêter l'hémorragie? Merci. Merci, cher Iguette. Merci beaucoup, Maître Pacifique, pour toutes ces questions. Je suis sûre que l'honorable Isabelle est en train de noter. J'ai pris quelques notes également et on lui laissera la parole après l'intervention de Monsieur Éric Legrand. Monsieur Éric Legrand, ouvrez votre micro et vous avez la parole. Monsieur Martin, veuillez bien fermer votre micro. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour la belle présentation. Je suis Éric Legrand-Gicoussa, un contributeur au réseau. Et la thématique est très intéressante. J'interviens parce que j'aimerais avoir votre avis. Au Sénégal, on a développé un projet de biodigesteurs. Donc, avec les biodigesteurs, on réussit à faire de l'engrais organique et du biogaz. Et la contrainte que nous avons, c'est que il faut réussir à faire en sorte que les femmes s'approprient. Parce qu'au départ, quand on a lancé le programme, c'était des hommes qui trouvaient que les coûts de production étaient très faibles. Donc, ils ne se projetaient pas profondément sur le sujet. J'aimerais avoir votre avis, premièrement, sur les biodigesteurs et votre avis sur comment est-ce qu'on peut impliquer majoritairement les femmes que nous avions mobilisées entre-temps et qui, aujourd'hui, sont plus à même de prendre en charge le projet parce que je les sens plus motivées. Et le deuxième volet de ma question, c'est sur la collecte des déchets. On a mis aussi en place un dispositif de collecte des déchets, sauf que, plutôt du plastique, des déchets plastiques, et sauf que quand on collecte le plastique, on a des plastiques solides, en fait, les chaises cassées, etc., qui sont bien achetées, c'est bien couru, on a des sociétés qui les achètent, mais les microplastiques, les plastiques très fins, ne sont pas achetés. Alors, quelle est la ressource? Comment est-ce qu'on peut, nous, valoriser ces microplastiques qui sont plus nombreux? On les a partout et c'est vraiment une pollution visible que nous avons au bord des routes. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions pour collecter ces microplastiques, ces microfibres de plastique, à l'exemple de ce que nous avons vu sorti du bœuf, de notre fameux bœuf? Et comment est-ce qu'on peut faire? Voilà mes deux questions, vraiment sur les biodigesteurs et sur la collecte et le recyclage des microplastiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Éric Legrand. Je salue toutes ces questions très pointues et je voudrais prier l'honorable Isabelle, si elle est en ligne avec nous, de bien vouloir prendre la parole et de nous donner toutes les astuces, les mécanismes et également par rapport aux questions de Monsieur Éric Legrand. Honorable, à vous la parole. Il y a notre collègue du Rwanda aussi qui avait une question. Ah, ok, très bien. C'était Monsieur Martin. Monsieur Martin, allez-y, on va prendre une troisième personne et après ça, Madame Isabelle va prendre la parole. Monsieur Martin? Ok, je vous remercie pour la parole. C'est Martin Kagaba du Rwanda. Je voudrais demander l'avis d'Isabelle à propos de l'avantage à l'utilisation du gaz, à l'utilisation du gaz de cuisine par rapport au charbon. Parce qu'ici, qu'est-ce que le gaz a comme impact négatif sur le réchauffement de la planète? Parce qu'ici, chez nous au Rwanda, on a plus mis de force sur l'utilisation de gaz. Vous savez, le Rwanda n'est pas trop grand. On n'a pas beaucoup de forêts. Alors, on a mis beaucoup, on a investi beaucoup dans l'utilisation de gaz. Donc, presque la majorité des gens utilisent le gaz. Peut-être aussi pour la solution sur ce qu'Éric parlait. Ici, chez nous, on a organisé une récolte, comment on récolte les déchets de toutes les familles. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui sont chargées de récolter les déchets, mais les foyers, ils payent une petite somme, peut-être l'équivalent de 1,5 $ par mois, pour qu'on puisse récolter tous les déchets. Et les institutions, le gouvernement a imposé ça, que ça soit obligatoire. Tout le monde doit payer cet argent pour qu'on puisse récolter les déchets. Ça donne aussi un avantage, on n'a pas beaucoup de saleté, même sur la route.
c'est-à-dire ils récoltent une fois par semaine et là où ils mettent, ces entreprises-là ont déjà commencé à séparer les déchets et à créer les engrais qu'ils revendent. Comme on disait, ça sera peut-être une bonne opportunité pour impliquer les femmes. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Martin, et je ne vais pas rater cette occasion-là pour dire également qu'au Bénin, cette initiative a commencé avec le gouvernement depuis quelques années, qu'il a fait gratuitement pendant presque 2-3 ans. Et à partir de cette année, les familles vont commencer à payer quelque chose également. Je vois une dernière main, Madame ou Monsieur Bulonza. Veuillez bien ouvrir votre micro et nous prions F de bien vouloir fermer son micro. Voilà, merci beaucoup. Leader Bulonza, ouvrez votre micro et prenez la parole. Ce sera la 4e et la dernière personne et nous allons retourner la parole à Madame Isabelle. Merci beaucoup, madame, de m'avoir accordé la parole. Je suis Boulonza Lucera Allais de la dignité humaine RDC. Par rapport à notre site d'entrée de parler par rapport à la gestion des déchets, j'espère bien que si ça serait possible pour notre gouvernement et nous, acteurs de la société civile, de s'approprier cette initiative, parce que bientôt nous allons faire disparaître notre environnement, parce que l'environnement est déjà très détruit et on est dans le risque d'avoir des réchauffements climatiques dans notre pays. C'est pour là que je pourrais placer un mot de dire que non, si ça serait possible, de continuer à sensibiliser notre population, surtout là où il y a toujours de la mauvaise gestion des déchets. Merci. Merci beaucoup. Très belle proposition. Et nous donnons la parole à Madame Isabelle. Merci beaucoup, Madame la modératrice, et merci à tous pour toutes vos questions très intéressantes. Alors, d'abord, je dois dire qu'au Rwanda, c'est un vrai exemple. Au niveau de la collecte des déchets, Monsieur Martin l'a dit, c'est vraiment un exemple. Ils ont réussi à le faire. Et puis, ce qui est très important quand on collecte les déchets au niveau des ménages, il faut séparer les déchets organiques du reste. Si vous ne faites pas ça, le tri après, c'est la galère. Tous les projets que j'ai vus qui ne triaient pas à la source les déchets organiques, c'était pratiquement un échec. Quand vous faites du compost, après, il y a du plastique partout, il y a des odeurs partout. J'ai vu un projet au Kenya qui s'appelait Takataka, ça veut dire déchets en Swahili. Et ils récoltaient tout, des femmes triaient ça sur des tables. Il y avait 1 milliard de mouches, une odeur pestilentielle. On ne peut pas faire travailler les gens dans des conditions comme ça. Il y a des astuces pour faire séparer les gens. Si vous payez 3 € par exemple par mois pour la collecte, et ça c'est aussi, Madame Nguette l'a dit, au Bénin, il ne faut pas que ça soit gratuit, pollueur-payeur. Si vous produisez un déchet, vous devez payer. Normalement, tout le monde accepte de payer un peu pour faire collecter ces déchets. Il faut inciter les gens à séparer en diminuant le coût de la collecte. S'ils doivent payer 3 €, vous leur dites, si tu sépares, tu payes que 2 €. Et l'autre chose très importante, il faut mettre à disposition des récipients. Malheureusement, si vous dites aux gens de payer les récipients, ils ne le feront pas. 10% feront, le reste ne fera pas. Donc, il faut que la commune, la municipalité, mette à disposition, pas cadeau, hein, mettre à disposition. Si c'est cassé ou disparu, les gens vont payer. Mais sinon, c'est posé par la commune pour chaque cours deux récipients. Un pour les déchets organiques, déchets de cuisine, tout ce qui est déchets verts, et l'autre pour tout le reste. Et si vous faites ça au niveau de la collecte, vraiment, vous allez vous faciliter la vie. Et l'euro qui n'est pas encaissé parce que les gens vont pas payer 3, mais 2, parce qu'ils ont fait l'effort de séparer, c'est celui qui reçoit les déchets organiques qui va les payer, parce que lui, il reçoit cadeau une matière première qui vaut de l'or. Donc, c'est normal que la personne paye. Et ça ira dans le biogaz de Monsieur Eric, qui sera très content d'avoir de la bonne matière, sans plastique, sans rien, qui va aller direct dans le biogaz. Et ça me permet de rebondir sur la question du gaz. Je pense que de passer du charbon au gaz, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup moins de particules fines. Donc, toutes les mamans qui cuisinent au gaz auront les poumons beaucoup moins abîmés si c'est au gaz que si c'est au charbon ou même au bois.
Et le gaz émet moins de gaz à effet de serre que le charbon, par exemple. Donc, ce n'est pas une mauvaise solution de cuisiner au gaz, mais la meilleure, c'est celle de M. Eric, c'est de cuisiner au biogaz, bien sûr. Et là, évidemment, on a produit du gaz à partir des déchets verts. C'est du biogaz, donc on dit que c'est neutre du point de vue CO2, puisque l'arbre a absorbé du CO2 pour grandir. Ensuite, vous mettez cette matière organique dans un biogaz, vous produisez du gaz que vous réutilisez. Ça refait du CO2 qui repart dans l'arbre et on recrée cette économie circulaire. Donc, l'idéal, c'est en effet le biogaz. Comment impliquer les femmes? C'est un vrai challenge. Il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend les pays, ça dépend les zones. Il faut chercher l'incentive. Qu'est-ce qui fait que la femme pourra venir? Moi, j'ai vu au Bénin des initiatives très intéressantes où on met le biogaz dans des grands sacs comme ça, qu'elles portent sur leur tête. C'est léger, hein, c'est du gaz. Puis après, elles vont brancher ça chez elles et puis elles ont le biogaz directement à la maison. Donc, il y a un centre de production et on met ce biogaz dans des grands sacs qu'elles utilisent directement. Et puis, l'intérêt, c'est de leur montrer qu'elles vont moins tousser, moins avoir les yeux qui piquent. Je pense que ça, c'est tous des indicateurs qui devraient quand même convaincre les femmes d'aller vers le biogaz. Mais après, c'est des analyses plus fines hein, qu'il faudrait faire. Les plastiques. Là, il y a plusieurs pays qui sont là aujourd'hui. Je vous lance un appel. Il y a une grande conférence internationale qui a été à Nairobi, qui était en Corée du Sud, qui va venir à Genève au mois d'août pour faire trouver un accord mondial pour interdire une fois pour toutes ces sachets plastiques à usage unique. Je dis bien à usage unique. Je ne dis pas d'interdire tous les plastiques, mais ceux-là qu'on prend, qu'on jette là. Il faut qu'on arrête. Parce que ça, vous l'avez dit, M. Eric, c'est ingérable. Ingérable. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est les sacs oxoplastiques. C'est une grande guerre que je mène et le Rwanda les a interdits. C'est des sacs plastiques dans lesquels on a mis un produit chimique qui fait qu'avec la lumière et la chaleur, il se met en tout petits morceaux. Je suis sûre que vous avez vu déjà ça. C'est des sachets qui se démontent vite, vite là. Ça là, ça c'est criminel. Ça c'est vrai crime. Parce que ce n'est pas possible de les recycler, parce qu'il y a un produit chimique dedans qui les dégrade, qui fait qu'on ne peut pas les recycler. Donc, ils vont juste finir en petits morceaux de plastique, se mettre partout dans l'environnement. Et comme l'a dit le dernier intervenant, notre environnement sera très détérioré, mais ça sera juste impossible à nettoyer. Comment vous allez ramasser ces microplastiques? C'est juste impossible. Et ça devient criminel. Le Rwanda l'a interdit, les oxos, l'Europe les a interdits, beaucoup de pays les ont interdits. Et la chose que je vous annonce, qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que malheureusement, on met le produit oxo aussi dans vos plastiques durs. Je suis sûre que vous avez déjà vu les chaises au maquis, là, des belles chaises en plastique, brillantes encore, neuves, mais qui se cassent. Mais elles sont neuves, mais elles sont cassées. Ça, c'est l'oxo. On vous met dedans un produit chimique qui dégrade le plastique, qui fait qu'au soleil, forcément au maquis, la chaise, elle est au soleil, c'est comme ça, eh bien, c'est cassé. Et vous ne pouvez pas recycler. Ce n'est pas possible. Et donc, vraiment, j'ai visité des usines, c'est beaucoup les Libanais hein, qui font le plastique, et eux, ils étaient persuadés qu'ils faisaient une bonne chose. Ils disent, mais c'est génial, c'est biodégradable. J'ai dit, non, c'est oxodégradable, c'est juste dégradable. C'est du plastique, c'est du pétrole que vous mettez en petits morceaux qui vont partout là. Donc, il y a deux choses très importantes à faire. Un, c'est d'appuyer vos pays pour que, à la Convention, c'est le 3e round de négociation qui a lieu à Genève, il faut qu'on aboutisse sur quelque chose. Il faut interdire ces sachets plastiques à usage unique. Je compte sur vous. La deuxième, et ça appartient à vos pays, c'est malheureusement pas discuté dans cette convention, c'est d'interdire l'oxoplastique, que ce soit pour les sachets, que ce soit pour les chaises, parce que c'est aussi un moyen de faire acheter de nouveau les gens. Donc, vous protégez vos citoyens en interdisant l'oxo. S'ils achètent une chaise en plastique, ça doit tenir 10, 15, 20 ans. Ici, en Suisse, hein, nos chaises, et monsieur docteur Ambroise pourra témoigner, quoi, nos chaises plastiques, là, elles tiennent 10, 15, 20 ans sans problème. C'est pas normal qu'on vous envoie, excusez-moi du terme, mais de la merde en Afrique. Ce n'est pas acceptable et vous êtes en droit de dire non. Et vous devez dire non. Maintenant,
comment faire pour faire actionner les choses. D'abord, il faut informer. J'espère qu'après cet échange, vous allez plus autoriser vos bonnes et les gens qui balayent la cour de brûler les feuilles. Ici, là, tous ceux qui êtes là. Parce on dit toujours qu'il faut balayer d'abord devant sa porte. Donc, je dis, vous n'allez arrêter de brûler vos feuilles là devant chez vous et expliquer pourquoi. 2, si vous cuisinez encore avec du charbon ou du bois, s'il vous plaît, mettez les cendres au pied d'un arbre, à quelque part. Il va vous dire merci. Vous n'allez pas entendre, mais il va vous dire merci. Parce que vous êtes en train de le nourrir aussi avec du potassium. Donc, jetez pas ça au hasard. Vous jetez l'argent, quoi. C'est quand même incroyable l'argent qu'on jette en Afrique comme ça au hasard. Donc, j'espère qu'après cette conférence, au moins ces 2 choses-là, vous allez parler autour de vous. Je donne un module de formation sur l'économie circulaire. J'ai donné ce module une fois au Mali, à l'ENI, et 2 fois au Niger, à Niamey, à l'université. C'est un module de 2 semaines que je donne aux jeunes pour les former, les éduquer d'abord, leur expliquer les enjeux, qu'est-ce que ça cache derrière, et ensuite et surtout les solutions. Qu'est-ce qui peut être mis en place ici en Afrique pour que ce soit des solutions adaptées à vos pays. Donc, on va regarder, on va visiter l'abattoir, on va visiter les décharges, on regarde qui fait quoi, comment, on cherche les synergies entre les différentes industries que vous avez chaque fois localement. Et il faut savoir que c'est vraiment les municipalités qui doivent s'occuper des déchets. Le pays, lui, peut décider d'interdire les sachets. C'est le rôle du pays. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda vit sans sachet plastique. Et M. Martin pourra témoigner qu'il vit très bien sans sachet plastique. Je suis sûre qu'il n'est pas en train de désespérer. Ça va bien. Peut-être même au contraire, il est content. Donc, c'est possible. Ça a créé de l'emploi au Rwanda parce qu'ils ont créé des usines pour fabriquer des sacs papier. Donc, on a créé des opportunités, on a créé de l'emploi derrière. Donc, vraiment, il y a des décisions qui doivent être prises au niveau du pays, ce qu'a fait le Rwanda. Et après, moi, j'avais rencontré le maire de Kigali. Tout ce qui est organisation de la collecte, tout ça, c'est au niveau des mairies que ça doit se faire. Il faut collaborer avec les GIE que vous avez, avec tous ces groupements de jeunes, de femmes, etc. Il faut leur donner des instructions claires. Et puis ensuite, c'est vraiment la mairie qui est le chef d'orchestre. Normalement, ça doit être idéalement autofinancé. La collecte doit s'autofinancer avec les gens qui payent. Petite astuce qu'a faite Abidjan, si jamais, c'est difficile de faire que les gens payent. Ça, le recouvrement, c'est pas facile. Il faut aller taper à la porte, dire t'as pas payé, il faut payer. Alors à Abidjan, ils ont trouvé un truc, ils ont mis ça sur la facture d'électricité. T'as pas payé, on te coupe l'électricité. C'est vite réglé cette affaire. Donc je vous garantis qu'ils payent la taxe d'échelle là, vite là, s'ils veulent l'électricité. Donc bon, c'est à Abidjan que ça marchera peut-être pas ailleurs, mais il y a chaque fois un petit truc, une petite idée qu'on peut trouver. Donc, il faut former, informer, ça c'est essentiel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les églises aussi. Pourquoi est-ce que dans les églises, on ne collabore pas avec les pasteurs, avec les curés, avec tous les gens qui portent la parole? Parce que je pense que voilà, Dieu nous a donné un jardin extraordinaire et puis aujourd'hui, pas toujours très bien ce qu'on en fait. Donc, à nous de l'entretenir. Donc, peut-être qu'il y a des messages aussi à parler, à passer. Simple, hein. Chaque fois, un petit message. Voilà, ce dimanche, on vous explique là, il faut arrêter de brûler vos feuilles. Mettez-les dans un coin. On organise compost. Donnez une petite formation simple. Expliquez les choses. Vraiment, moi, je suis convaincue que tous ensemble, c'est possible. Et je vous dis encore une autre chose. Pour changer les choses, il ne faut pas 51% des gens. Il faut 10, parce que les 90, ils suivent. Et ici, là, ce matin, là, on est 10% des gens. Si vous informez les gens autour de vous, les 90 vont vous suivre. Je n'ai aucun souci là-dessus. Donc, c'est un sujet complexe, mais vraiment, Madame Elodie, Monsieur Ambroise savent que je suis toujours disponible parce que, voilà, partager son savoir, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. C'est la plus grande richesse que je puisse vous donner. Moi, je n'ai rien perdu et on est tous plus riches aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Isabelle. Je voudrais juste dire que vous avez exprimé votre besoin de contribution ce matin en partageant toutes ces informations avec nous. Et je suis sûre que les 4 personnes qui ont pris la parole ont eu les réponses à leurs préoccupations par rapport aux mécanismes, par rapport aux stratégies
par rapport également à ce qu'il faut faire de façon pratique et même des exemples donnés dans certains pays, et on est allé en transition vers la religion, nos églises, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame Isabelle, merci beaucoup pour votre brillante présentation, les réponses également aux questions et les stratégies données. Et vous me permettez, Maman Élodie, de prendre la parole pour que nous puissions clôturer et vous libérer. Maman Élodie, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. On ne peut pas applaudir, mais on chauffe quand même pour l'honorable Isabelle. J'espère qu'on a chauffé. Et alors, moi, je voulais parler de notre assemblée générale que nous préparons. Et ça doit être chez Madame Isabelle à Genève. Pourquoi? Puisque nous avons voulu profiter de l'occasion pour voir si nous aurons une note de plaidoyer également à adresser à BIT, au niveau des BIT. Alors, je comprends qu'en août, il y a aussi ces sommets. Maintenant, je ne sais pas si nous pouvons courir pour faire des 2 pierres 2 coups, participer à ces sommets et plaider aussi pour la création d'emplois au niveau de nos pays. Pour ça, nous n'avions pas l'information du mois d'août. Par contre, nous avions juste cette information à partager par rapport à l'Assemblée générale auprès du BIT pour qu'ils comprennent réellement que c'est un besoin. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des bureaux au niveau mondial, mais qui ne nous aident pas à nous en sortir. Il fallait maintenant que ça soit vraiment qu'on bouscule. En rentrant, nous devons réellement revenir avec notre JBCR pleine, pas de propositions, mais des réalisations envisagées à court terme. Est-ce que vous croyez que nous pouvons courir ensemble, honorable Isabelle? Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir du temps pour nous afin que nous préparions cela ensemble et que nous puissions lier les 2 activités? Donc, c'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci, Maman Élodie. Je laisse la parole à l'honorable Isabelle rapidement, qu'elle nous réponde et nous allons pouvoir continuer. Merci beaucoup, honorable. Vous avez la parole. Merci beaucoup, désolée. Je vous ai mis dans le chat le lien justement sur ce traité, si jamais comme information. Oui, on peut tout à fait préparer quelque chose ensemble, j'ai pas de problème, je suis à disposition. On peut réfléchir comment on peut avancer ça. Regardez aussi avec le docteur Ambroise comment on peut organiser ça. Je pense que c'est tout à fait possible. Parce que comme vous êtes une belle équipe regroupée comme ça de plusieurs pays, chacun peut faire le plaidoyer auprès de ses représentants pour pousser pour qu'il se passe quelque chose. Merci infiniment, honorable. Je ne suis pas la bouche autorisée pour vous remercier comme il faut. Je crois que notre modératrice va le faire et vous libérer, mais vraiment pour vous revoir très, très, très bientôt.